Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Ledecker. Stéphane, c'est le fondateur, le co-créateur d'une fameuse radio messine qui s'appelle Direct FM, qui diffuse de Nancy à Luxembourg. On va parler avec lui de la force des nouveaux médias par rapport aux médias plus traditionnels comme la radio, quels sont les enjeux pour lui et comment est-ce qu'il se positionne, quel est l'avenir de la radio aujourd'hui, justement en face de ces nouveaux médias, en face de ces nouvelles tendances de consommation. Je trouve que c'est vraiment un épisode passionnant qui confronte la radio avec les médias actuels. On découvre un petit peu comment ça marche, comment ça s'est créé et quel a été l'essor de la radio dans les années 2000-2010. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet épisode. Bonne écoute. Stéphane, comment tu vas? Ça va, merci Simon. Stéphane, est-ce que je pose toujours cette première question pour commencer? Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas? Oui, je suis un saltimbanque sur la place Messine depuis très longtemps. Je m'appelle comme ça parce que je touche à tout, je fais beaucoup de choses et dans tous les domaines. Ok, Voilà, j'ai même fait les marchés dans ma vie, donc pour te ok, dire, d'accord. j'ai fait beaucoup de choses. Mais je suis avant toute chose un amoureux de la radio. Voilà, je suis né dedans et je le dis souvent lorsqu'on me demande de me présenter. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix est tombé dans la potion magique. Et après, j'avais pas besoin d'autre chose pour me motiver. La potion que j'ai prise à 13 ans quand j'ai découvert la radio, euh, ça m'a suffi. J'ai pris une claque, j'ai découvert ce que c'était la radio. J'ai toujours été plus attiré par la radio que par l'image, que par la télévision. Et depuis, c'est mon fil rouge quotidien dans ma vie. Donc tu es, on va mettre les mots, tu es le créateur de Direct FM. Oui, mais avant, j'avais déjà fait beaucoup de radio. Euh, En gros, mon premier pas, c'est tout simplement en 1981, donc j'avais 13 ans, et c'était l'ouverture de la bande FM. C'était la nouveauté, enfin des radios locales, indépendante, associative. Et jusqu'à maintenant, à l'époque, il y avait Radio France, il y avait Europe 1 et Radio Luxembourg, mais il n'y avait pas d'autres radios. C'était les grandes ondes. C'était pas le produit le plus sexy. Et en 81, donc l'AFM voit le jour en France avec toutes ces petites radios. Je me souviens, il y avait une radio qui s'appelait Graouli sur Metz, où il y avait du libre antenne, où c'était chaud, hein, parce qu'à l'époque, l'autorité Ouais. laissait faire beaucoup de choses. Donc, tu pouvais avoir voilà, des envies, que tu pouvais communiquer sur l'antenne en disant, bon, Jacqueline, ça serait bien de rentrer ce soir à 23h parce que j'ai des petites envies. C'est des petits... Voilà, qu'aujourd'hui, c'est impossible. C'était encore plus fort que Bien ce que sûr. pouvait faire Skyrock. Voilà. Donc, il y avait tout et n'importe quoi sur la FM au début des années 80. Et c'est vrai que moi, j'étais tout de suite séduit. Je me souviens parce que ça me permettait de m'endormir. J'avais ma petite radio et j'écoutais dans les draps avant de dormir. J'écoutais la radio, j'écoutais Max Meignier d'RTL avec les routiers sont sympas. J'écoutais la FM et ça m'a donné des envies. Et j'ai tout simplement, à 13 ans, on pouvait se permettre des choses qu'aujourd'hui on ne pourrait plus. J'ai appelé Christian Morel. Mhm. Euh, Bonjour Monsieur Morel, j'étais un gamin, hein. J'ai envie de découvrir l'univers de la radio. Il y a Radio L. Est-ce que je peux venir le mercredi après-midi pour préparer les cafés, pour faire le standard téléphonique? Et il a dit oui. Et c'est comme ça que j'ai mis mon premier pied dans une radio. C'était rue Serpenoise, quand le Républicain Lorrain était encore basé rue Serpenoise. Et il y avait les studios de Radio L. Voilà. Et je passais mes mercredis après-midi, après un peu plus. Donc j'ai fait bleu, un peu trop. À l'époque, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'aujourd'hui, tu te dis, mais quelle entreprise peut accueillir un gamin de 14 ans Qui sèche les cours? qui sèche les cours, qui ne voit jamais les parents? Parce que Christian Morel ne connaît pas mes parents, on n'a jamais eu d'autorisation, rien. Ouais, à l'époque, oui, tout se faisait naturellement. Aujourd'hui, et tout, ça serait beaucoup plus Ce compliqué. serait un peu Voilà. plus compliqué. Donc j'ai eu le plaisir et le bonheur de découvrir la radio à Radio L avec une animatrice qui s'appelait Linda l'après-midi. Elle faisait des dédicaces. Il y avait Michel Colson, des belles voix de la radio Messine à l'époque. Je pose souvent cette question à mes invités et je te remercie d'être là pour ça. C'était quoi ton rêve quand tu étais petit? Ça a toujours été la radio du jour où tu l'as découvert. Tu voulais faire quoi? Quand Stéphane il serait grand, il voulait être quoi? Moi, je voulais. Ma première motivation, c'était d'ouvrir un musée avec des pierres.
des petites pierres Ok. que j'aurais récupérées à droite à gauche et faire amuser. Parce que j'ai toujours aimé la communication depuis que je suis gamin, hein. Même un peu trop quand j'étais à l'école. Je parlais un petit peu trop et je faisais un peu trop le cirque, comme on disait à l'époque, entre guillemets. J'étais un aliment perturbateur, donc j'aimais bien m'exprimer. Et j'aurais mon petit musée, j'aurais été chercher mes pierres et je raconterais l'histoire de ces pierres aux personnes qui viendraient dans ce musée. Ça, c'était mon premier rêve. Mais la radio est arrivée bon, elle est arrivée assez rapidement. C'est fou d'avoir chopé ce truc si jeune, à 13 ans, quand on a envie de découvrir des fois encore plein de choses. Tu as découvert la radio et ça a été un coup de foudre. Alors, c'est vrai que la radio, je suis amoureux de la radio depuis toujours, même avant. À 13 ans, c'était le déclic parce que c'était la proximité. Il faut savoir que les premières radios qu'on vu le jour, je vais te citer Énergie. Énergie, c'est le plus bel exemple. La radio a été créée dans une salle de bain à Paris avec deux amis avocats. Ils étaient loin d'être les plus grosses fortunes de France. C'était deux bons avocats. Ils ont créé leur propre radio dans la salle de bain. C'est devenu Énergie. Et après, 20 ans après, ils étaient dans les 30 plus grosses fortunes de France. Ils ont réussi à développer une radio. À l'époque, il fallait rien. Il fallait rien. Ils ont vraiment créé avec des bouts de ficelle, avec des émetteurs achetés d'une façon illégale, parce qu'au début, la radio était tolérée, mais pas autorisée. Donc, tu achetais des émetteurs en Italie, parce que c'était possible. La radio était autorisée en Italie. Donc, ouais, le début de la FM a été très excitant. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont réussi à monter des petits émetteurs avec des talkie-walkie et à émettre sur 500 mètres, 1 kilomètre. Et voilà. Et donc, tu étais hyper content. Moi, je mettais des fils partout pour essayer de capter des radios d'un peu partout. Et voilà. Et puis, il y avait rien et tout à la fois. Et comment est-ce qu'on passe de ce rêve-là, donc ensuite, pour continuer un petit peu ton aventure dans la radio, donc Christian Morel t'ouvre ses portes, tu te retrouves à devenir un petit peu à traîner dans les jambes, à servir les cafés. Oui, c'est ça. Et après, comment ça se goupille tout ça Comment est-ce qu'on passe de ça à Direct FM? Alors après, je t'avoue que la raison l'a emporté. Okay. Moi, hein, pas mes parents. J'ai toujours été autonome de ce côté-là. Je me suis dit, bon, il y a quand même le bac, tout ça, donc j'ai été un peu plus sérieux. Okay. J'ai toujours continué à accompagner quelques sorties de Radio L, tout ça, mais j'ai pris un peu de recul. Et j'étais au lycée Robert Schumann. Et j'avais un pote de classe, il me dit je fais une émission de radio sur RPL à Peltre, viens avec moi, tout et tout. Et puis je suis passé un mercredi après-midi et j'ai fait ma petite émission pendant 6 mois sur le cinéma tous les mercredis après-midi sur RPL. Quoi. Et ouais, j'ai animé, c'était marrant. Mais si, alors Roger Perquin. Qui était le président et le créateur de cette radio. J'ai une anecdote. Il ne serait pas d'accord si je dis ça. Mais c'est pas grave, on se lâche, on est bien. Ouais. On est là et je me souviens, parce que c'était vraiment l'ambiance petite radio associative, mais avec un cœur comme ça, c'était immense. Et, vraiment, c'était l'ambiance familiale. La radio était chez lui, on va dire dans son garage, et mitoyen avec sa maison. Et je me souviens un jour, je parle dans le micro, puis quand tu parles de cinéma, c'est pas des interventions de 20 secondes, ça peut durer 5-10 minutes. Et je me et les toilettes étaient dans le toilette commun avec la maison familiale et la radio c'était un toilette commun, pardon. Et il y a la p'tiote, sa fille qui arrive et qui dit « Maman, il n'y a plus de papier toilette !» Et moi, je suis au micro. Et voilà, c'était ça la radio à l'époque. Voilà. Et ça, les auditeurs étaient contents parce que c'était spontané et ça fait rire. Ouais, quelqu'un qui a entendu ça, il dit « Mais waouh !» Ce qui ne serait plus possible aujourd'hui sur les structures. Non, on est sur du zéro faute, donc c'est dommage. Mais c'est vrai que c'était une belle anecdote. Donc j'ai fait quelques mois à Radio Peltre Loisirs. Après, je suis parti à Gondange, Génération 2000, une radio qui était... Comment il y avait de radio à l'époque? Il y en avait beaucoup. Que moi, à l'époque, je n'ai que 30 ans. Et moi, j'ai toujours connu... Tu veux dire que j'en ai le double, c'est ça? C'est pas le cas. Moi, je n'ai connu de ma jeunesse, en vrai, ici sur la région. Moi, si, j'ai vu débarquer une radio, parce que moi, j'ai vu débarquer Fun en Lorraine. Parce que Fun Radio, j'ai connu Fun Radio quand il n'était pas en Lorraine. Mais moi, j'ai connu en radio régionale, donc toi, Direct FM, il y a L'Or FM. Oui. Et puis il y a les radios un peu luxembourgeoises, Eldorado, etc. Mais moi, j'ai connu peut-être 2-3 radios régionales. Et là, tu me parles qu'il y en avait une à Metz,
Une à Peltre, Il y en avait plus. une à Gondange. Il y avait plein de radios. Et bon, les locaux non, il y en avait plein parce qu'il y avait très peu de réseaux à l'époque. Ok. Fun Radio a été une des premières, on va dire, première franchise de France quand ils sont arrivés à Nancy, Ok. Metz. Mais à la base, c'était que des radios locales de proximité, des radios gérées par des associations avant tout. Donc, on payait notre cotisation. Moi, je parle de Radio Peltre Loisirs, RPL. On payait une cotisation tous les mois pour venir parler dans un micro. C'était un vrai statut associatif. On payait pour faire de la radio. Donc, voilà. Ouais, c'était vraiment que des passionnés finalement. Oui, oui, c'est clair. Donc du coup, après, tu vas à Gondange. Voilà. Génération 2000, émission sur Metz et Nancy. Génération 2000 qui est rachetée. Alors déjà à l'époque, on rachetait les radios. Génération 2000 qui a été rachetée par Rockin' Chair, qui était, on va dire, le concurrent de Radio L, mais à Nancy. C'était Ok. la plus grosse radio de Meurthe-et-Moselle, quand Radio L était la plus grosse radio de Moselle. Et puis Rockin' Chair ferme. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, 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 c'est vrai, Rockin' Chair ferme. Je me retrouve pas très longtemps sans travail. Je me souviens, j'ai Félix Sellens, qui était le directeur d'antenne de Radio Metz FM, grosse radio historique, une Ok. belle radio historique qui était gérée par la municipalité de Metz. Et c'était un 30 décembre. Elle me dit, à l'époque, c'était pas informatisé la radio, hein, Ok. donc Oui, tout était en direct. Ou Ouais. les bonnes vieilles bandes avec le son pas terrible. Et il me dit, j'ai envie de vous embaucher. Ah, je dis super, tout et tout. On se voit quand? Première semaine de janvier? Non, non, on se voit demain. Ah bon? Oui, parce que vous commencez le 1er janvier. Donc après-demain. Ça sentait qu'il y avait personne, qu'il n'y avait pas de volontaire pour travailler en 1er janvier. Et, Ok. et donc voilà. Et là, j'ai commencé à Metz FM. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'était une Donc belle à ce moment-là, t'as quel âge plus ou moins? 16-17 ans. Ok. 17 ans, ouais, 17 ans. Ouais, 17 ans. 17 ans. Parce que je me souviens, parce que c'est vrai que 16-17 ans, je me souviens parce que j'ai commencé donc, j'ai fait quelques mois avec des contrats, voilà, et après j'étais embauché, et je me souviens que quand j'ai passé mon bac, alors ça aussi c'est une autre anecdote, quand j'ai passé mon bac, je t'en dis des choses Ouais, aujourd'hui, vas-y, mais quand j'ai je suis là pour ça. j'ai passé mon bac au lycée Robert Schumann, Je facture la séance de psy. je me souviens, ouais, j'étais salarié de Metz FM. J'ai eu ce bonheur, moi, de pouvoir avoir un job que j'adore. Et c'était pas un job pour manger. Voilà, parce que quand tu es Mhm. étudiant, bien souvent, ou lycéen, Bien tu sûr. as des petits jobs, mais c'est pour. Voilà, c'est Et moi, pour j'étais payer. DJ en boîte de nuit. Ah, Mais bah, c'était tu aussi vois. un job Ouais, plaisir. plus qu'alimentaire. Ouais, mais bon. Mais moi, c'était un vrai plaisir. Et je me souviens, c'est que le fameux Félix Sellens, il me dit. Stéphane, non, mais là tu es sur le planning. Bah, je dis non. Je passe mon bac. Je passe mon bac. Ah ben dis non. Ah. Donc on a réussi à s'arranger, mais si j'allais au rattrapage, je pouvais pas aller au rattrapage. Et alors? Donc non, j'ai pas été au rattrapage, donc ça va. Mais c'est vrai que je me souviens parce que c'est plein de petites anecdotes comme ça, mais et voilà, mais c'était passionnant. C'était des belles périodes de Ça ma vie. inquiétait pas trop tes parents? Ah, si, parce mais c'est normal parce que la radio n'existait pas vraiment à l'époque-là. Parce que c'était nouveau pour eux aussi. C'était nouveau. Et aujourd'hui, bah oui, on est professionnel quand on fait de la radio. On prend un salaire et voilà, c'est une profession comme une autre. À l'époque, non. Oui. Voilà, parce que c'est vrai, comme je disais, la radio associative, tu payes pour faire de la radio. Donc après, c'est vrai que ça c'est devenu professionnel parce que faut savoir qu'au début de la FM, voilà la raison du côté associatif, c'est qu'il n'y avait pas accès au marché publicitaire. Donc, il n'y avait pas d'argent, donc tu ne pouvais pas payer. Mhm. Après, en 86, la publicité est arrivée sur les radios. Donc là, ça a pris une là autre que dimension. Ça a pris une autre dimension, l'argent est arrivé et les radios sont devenues des sociétés comme les autres. Voilà. On va avancer un petit peu dans le temps. À quel Dis-moi. moment tu te dis je veux créer ma radio? À quel moment tu Alors, passes de j'anime et c'est ma passion à ok, je vais en monter mon métier de tous les jours, mon business? Alors, c'est vrai que c'est simple. C'est que quand la ville de Metz, propriétaire de Metz FM, décide de fermer Metz FM,
moi, je me bats pour que Metz FM puisse continuer. Je me suis battu pendant pas mal de mois. Il y a plein de choses à dire, mais là c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que ça a été très chaud. Et à un moment, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de se battre. La ville n'avait pas la volonté. C'est des choix politiques peut-être. Ouais. Je peux comprendre aussi, mais pas au moment où ils ont pris la décision. Ok. 2-3 ans après, oui, parce que France Bleu était susceptible d'arriver à Metz. Donc c'est vrai qu'une radio financée par la ville, quand tu as France Bleu, qui est une radio financée par l'État, à l'arrivée, France Bleu fera le travail. C'est pas la peine de financer la radio. Donc c'était pour moi un peu tôt, cette fermeture. Mais c'est pas grave, ça m'a botté le cul. Je me suis dit, je suis capable de créer ma radio. Et on a trouvé le bon compromis avec la ville de Metz pour que je puisse récupérer le matériel de Metz FM pour pouvoir créer Direct FM. Mais j'ai pas créé Direct FM tout seul parce que, et là j'ai remercié Carlo quand même, c'est Carlo Molinari. Je me souviens, j'ai dit bon, président. On va juste situer pour les gens qui. Oui, c'est vrai, président du football, ancien président du Football Club de Metz et président d'honneur du FC Metz à vie. Voilà. Et grand personnage. Grand monsieur, s'il passe dans le podcast, que j'adorerais avoir à ta place. Ah ben, je dirais, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que je l'appelle un jour, je dis, président, je suis à 2 doigts de monter ma radio, mais la radio de Stéphane Edeker, c'est compliqué pour ouvrir certaines portes. Donc, j'ai envie que vous soyez à mes côtés pour créer la radio. Et il a hésité, puis un jour, il m'appelle, je suis en voiture. À l'époque, c'était les téléphones Matra. Tu t'avais ça voilà. Et il me dit, bon, c'est bon, je crois qu'on va y aller. On va t'accompagner. Et on va le faire. Donc, je suis... voilà. Et ça n'a rien coûté au Football Club de Metz, mais pouvoir avoir la caution du club. Aujourd'hui, ils sont actionnaires à 15%. Ça a toujours été un actionnaire minoritaire. Ça a toujours été précieux et important. Ce que je disais, quand tu crées Direct FM, si tu dis que c'est la radio de Stéphane Edeker, t'as pas de com, t'as rien autour de toi. Tu dis Direct FM, la radio du FC Metz. Là, oui, tu as l'équipe, tu as tout le monde qui en parle. C'est une première nationale, un club de foot a sa propre radio. Il y avait un cas plus ou moins similaire à Bordeaux, mais c'était loin d'être aussi convaincant que que l'habillage juridique qu'on avait fait. Donc moi, ça m'a servi à l'ouverture de la radio, donc on sait que le FC Metz avait sa radio, et de trouver des annonceurs très rapidement. Parce que du coup, au moment où tu lances Direct FM, la publicité est autorisée sur la radio. Oui, bien sûr. Donc là, tu vois qu'il y a un vrai business model. Oui, je ne l'aurais pas fait sinon. Voilà. Ouais. C'est pour ça que quand je me suis botté les fesses, en disant je suis capable d'assurer l'avenir de la radio que j'ai dirigée sur la fin. Parce que Metz FM, la radio municipale, j'en étais directeur d'antenne jusqu'au moment où on a fermé le robinet. Et voilà. Mais il y avait un modèle économique réel. Voilà. Ça, je trouve que c'est intéressant et je pense qu'on peut en parler parce que j'étais encore ce matin, je donnais cours à une promo et qui ne comprennent pas toujours quels sont les business models de chaque entreprise. Quel est le business model d'une radio ? Comment une radio gagne de l'argent ? La publicité. Voilà, il faut avoir des annonceurs. Ce qui est bien, c'est que les radios françaises indépendantes, comme nous, on est regroupés au sein d'un GIE. Donc, c'est un groupement d'intérêt économique. Donc, les 110 plus grosses radios de France indépendantes sont groupées au sein de ce GIE. Et on a confié nos intérêts pour la pub nationale à TF1. Donc TF1 nous apporte un chiffre d'affaires garanti tous les mois. Eux, en fait, quand ils font des campagnes cross-platform entre la télé et la radio, ils vont venir placer la radio aussi un petit peu chez toi. Comme le groupe TF1 n'a pas de radio, la différence avec les autres groupes de télévision, ils sont tous rattachés à une radio. Donc TF1, pour eux, c'était important d'avoir les uns des radios. Et toutes ces radios regroupées, on est plus fort qu'Énergie. Donc voilà, c'était précieux pour eux et c'est précieux pour nous. Donc on a tous les gros annonceurs nationaux. Et puis après, il faut qu'on soit puissant au niveau local également pour séduire les annonceurs, que ce soit des restaurants ou que ce soit de la grande distribution, mais il faut les séduire. J'ai encore entendu, ce matin j'écoutais Direct FM. Je me suis dit, Stéphane vient aujourd'hui, j'ai quand même poussé un peu la radio, on va enlever Spotify pour ce matin. Et j'entendais quelques annonces locales. Oui. Je vais te dire une chose, le média le plus intéressant pour un annonceur en local, ça reste la radio et de très loin. Ce que je dis toujours sur Metz, c'est agglomération.
sur l'audience semaine, sondage Médiamétrie, c'est le seul sondage officiel. Donc, et puis aujourd'hui, le monde de la radio n'a plus le budget pour faire un BVA ou un Ipsos en parallèle, donc il n'y a que Médiamétrie. Et on a sur la tranche, on va dire, la plus intéressante commercialement, c'est les 30-50 ans. Et sur les 30-50 ans, à Metz et grande agglomération, on a une personne sur cinq qui nous écoute au moins une fois par semaine. Okay. Et quand tu achètes une campagne publicitaire, c'est pas une journée, c'est au moins sur une semaine. Ouais, donc tu pars du principe que tu vas toucher 20% de la population messine et grande agglomération sur une semaine. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme par rapport au prix qui est proposé. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est génial. Quand tu crées Direct FM avec Monsieur Molinari, il y a qui en face de toi? Parce que du coup, tu fais ton business model, tu étudies ta concurrence. Énergie est déjà présent sur la partie Lorraine. Énergie c'est paradoxal parce qu'on a toujours dit on est une radio de proximité et on fait du local. Donc nos concurrents, ça doit être des opérateurs locaux, mais il n'y en a plus. Puisque bon, Radio elle a fermé, BCFM a fermé, il n'y a plus d'opérateurs locaux. Des radios associatives comme Radio Jéricho, toujours RPL, qui sont toujours en vie, mais il n'y a personne. Et il n'y a même pas France Bleu encore à l'époque. Okay. France Bleu est arrivé un an plus tard. Notre concurrence, c'est vraiment Énergie. Parce qu'on est sur une cible un peu différente, oui, mais on est sur une cible commune sur un aspect. Énergie, c'est la radio familiale, comme nous, on est une radio familiale. Voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, c'était pas simple, et Énergie nous a pas fait de cadeau, mais ce qui est logique. Hein. Donc... Eux, ils t'ont pas accueilli à bras ouverts. C'est vrai que lorsque tu vas séduire un commerçant qui va venir t'acheter de la publicité chez toi, Énergie arrive le lendemain en disant « Vous avez vu, nous, ce qu'on vous propose ? On sera moins cher et on a plus d'audience. » Ce qui est normal. Ouais, voilà, c'est le jeu. Mais c'est le jeu. Et donc là, du coup, tu montes ta radio, tu ouvres ta radio, on avance dans le temps. Et tu vas te retrouver face aux premières... Déjà, comment est-ce qu'on monte une radio? Est-ce qu'il faut trouver des animateurs? C'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'écoute Direct FM beaucoup le matin. Je sais que j'ai mon wake-up. J'aime mon wake-up le matin. Et je reste, tu vois, merci. Aficionado du wake-up. J'aime mon wake-up du matin. Comment est-ce qu'on construit? Parce que tu alternes des émissions, de la sélection musicale. Tu as quoi? Tu as de l'info, donc de l'actualité. Et là, il faut que tu construises ça. Il faut que tu trouves des personnes pour t'entourer. Il faut que tu trouves des animateurs. C'est de plus en plus dur. Comment ça se passera? C'est de plus en plus dur. Et on s'en est rendu compte parce que Direct FM a vécu un été compliqué. Compliqué parce que... Cet été? Oui. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on avait... on a 2 animateurs qui nous ont quittés. Mais c'est la vie de toute entreprise et c'est la vie de toutes les radios. Et je n'étais pas préparé forcément à ça parce que je m'attendais à un départ, mais pas 2. Dans le sens qu'en radio, tu restes normalement 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais après, tu as envie de voir autre chose, parce qu'il y a l'effet de lassitude pour l'animateur et aussi pour l'auditeur. Et aussi pour l'audience. Voilà, il ne faut pas l'oublier, il y a ce besoin de C'est pour ça, d'ailleurs, que tu avais des personnes qui étaient au Wake Up, qu'après tu mettais sur d'autres émissions, tu as des groupes que tu avais constitués, enfin je sais pas, c'est toi qui les avais constitués, oui, parce qu'après tu disloques exprès. C'est volontaire, parce qu'il faut casser les habitudes. Il faut casser les habitudes. Et c'est vrai le départ de 2 personnes, mais Jérémy, sans le citer, 18 ans d'ancienneté, Guillaume, 15 ans. Voilà, là, quand je dis que la moyenne c'est 3 et 5 ans, chez nous, on est largement au-dessus de la moyenne. Donc voilà, c'était pas une surprise et ça nous a fait du bien. Ça a fait du bien également à Guillaume et Jérémy. Hein. Ça reste deux personnes que j'apprécie fortement, parce que je l'ai toujours dit, c'est la force de Direct FM, on est une famille avant tout. Il n'y aura jamais de conflit chez nous. Si un jour l'ambiance est pas bonne parce qu'il y a des conflits internes, on trouvera la solution, mais voilà, c'est pas possible. Voilà, mais c'est pas possible, vraiment. Okay. C'est le monde de l'entreprise, mais on est une famille avant tout, et c'est vrai. Et tout le monde, on est comme une équipe de foot. Tout le monde se bat, même si certains aura des lacunes sur certains aspects, on se battra tous pour l'autre parce qu'il faut que la réussite, elle sera collégiale et pas autrement. Donc voilà, donc ça n'a pas été simple parce que j'ai découvert la difficulté pour recruter des animateurs. Il n'y a plus grand monde de disponible sur ce marché. Voilà. Pourquoi, selon toi, c'est compliqué aujourd'hui? La radio n'attire plus? C'est plus sexy? La radio attire. La seule chose, c'est qu'il n'y a plus ces petites radios associatives pour accueillir des animateurs et les former. Sur les web radios, les gamins ne sont pas formés. Ils ont investi un petit système chez eux. Ils apprennent même certaines choses à l'envers quand on leur explique
Ça, non, c'est pas ça la radio. Mm. Et c'est difficile de les remettre dans le droit chemin. Et puis il y a des écoles de radio, mais les écoles de radio ça coûte assez cher. Mm. Et quand tu fais une école de radio, c'est pas parce que tu es bon, c'est parce que quand tes parents t'ont demandé, bon, il faut que tu continues voilà, ta scolarité, la radio, c'est génial. Donc voilà, mais t'es pas forcément passionné et tu fais pas forcément des sacrifices. J'ai toujours dit, hein, le prime en radio, c'est 6h, 9h. Et quand tu as envie de faire la radio, tu as envie de faire le prime. Et 6h, 9h, c'est-à-dire qu'il faut se lever tôt. Ouais, 4h30, t'es debout. Donc, et puis quand tu fais ce métier, tu connais plein de choses. T'es invité par pas mal d'événements. Donc le soir, t'as pas envie de te coucher à 21h. C'est pas simple. Du coup, Tu veux faire de la radio? Tu veux venir non, moi ça va, regarde, j'ai fait ma propre petite radio ici. Oui, c'est On vrai. on en parlait un peu hors antenne, toi et moi. Tu sais, j'ai même hors antenne, comme à la radio. Mais Ouais, c'est ça. du coup, mais c'est intéressant, tu as soulevé un point qui m'intéresse beaucoup, qui est le développement des web radios. Parce que ça, c'est aussi. Donc, tu as eu l'arrivée de la FM qui t'a permis de te créer une radio, de l'arrivée de nouvelles choses, des opportunités de business. Puis après, tu vas avoir aussi la première concurrence, qui soit directe ou indirecte. Notamment, moi, j'ai connu pas mal de web radios. À l'époque où j'étais DJ, où mon rêve c'était de devenir David Guetta, j'avais beaucoup de web radios qui me demandaient si je pouvais leur envoyer des mix à passer pour les audiences, parce qu'ils se retrouvaient à plus savoir trop quoi passer, etc. Comment tu accueilles les web radios qui ont dû commencer en même temps qu'Internet, du coup, dans les années 2000, 2005, 2010, je pense surtout les années 2000, 2005. Comment tu accueilles, toi, les web radios? Ça te fait peur? Non, parce que justement, il n'y a pas de. Ça me fait penser aux radios des années 80 où il n'y avait pas de modèle économique, donc ça part dans tous les sens. Alors, c'est vrai que d'un côté, ça fait un petit peu peur. Tu te dis peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, Qu'est-ce que ça va devenir, hein? qu'est-ce que ça va devenir? C'est vrai. Mais finalement, il n'y a jamais eu de modèle économique. On se rend compte déjà pour nous, on n'est pas si nombreux que ça en FM. C'est pas simple. Donc pour eux, sur le en local, tu peux pas, c'est sûr et certain. Donc ça sera surtout des radios et ce sont des radios qui ont un programme musical propre. Il y a une thématique musicale, soit des mix de DJ comme tu as dit, ou soit 100% country, mais au moins il y a une certaine logique, ou du libre antenne, où on entend tout et n'importe quoi. Alors ça plaît encore un peu, hein, ce que j'écoutais moi dans les années 80 en radio, donc voilà, mais c'est difficile, il n'y a pas de modèle économique derrière. Et donc, quand tu n'as pas de modèle économique, c'est difficile de maintenir une continuité et fidéliser un vrai auditeur. Aujourd'hui, ta radio, ça reste quoi? Ton auditoire, c'est des gens en voiture? Ah, essentiellement, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et l'arrivée, alors je te pose la question, des voitures connectées, des téléphones, Ah, de Spotify, c'est pas des pertes d'horaire, d'écoute? Ça, pour l'instant, on a cette chance. La radio, l'audience, elle s'effrite un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il y a plein d'interrogations. Et on ne sait pas où on va, hein, on va être honnête. On sait très bien que on parle de. Aujourd'hui, on est en DAB. Donc le DAB+, c'est Qu'est-ce que le c'est la DAB? radio numérique. C'est-à-dire Ok. que la télévision elle est devenue numérique, La TNT, ouais. la TNT, la radio devient numérique également. Donc la FM va disparaître dans 5 ans, 6 ans. 10 ans maximum, je pense qu'il y aura plus de FM, ça sera que le DAB+. Mais même le DAB+, ça veut rien dire. Pour moi, tu le sais aussi bien que moi. On aura un téléphone qui vaudra 10 000 euros parce qu'il sera tout faire. Non mais le téléphone, plus ça va, voilà. Donc ton téléphone, il fait des vidéos incroyables, il fait des photos, c'est ta carte de paiement, tu fais tout avec tout. Bien sûr, Tu ouais. fais tout avec ton téléphone. Donc il n'y a aucune raison que ton téléphone ne te serve pas à écouter la radio, ta radio. Donc ça sera ton téléphone. Tu mettras ton téléphone. Dans ton poste. Voilà. Un Et peu puis ta voilà. cassette. Et puis voilà, c'est tout. Ouais. Et donc tu pourras écouter la radio que tu as envie d'écouter. Même si elle est à Dakar, tu écouteras ta radio à Dakar. Quand tu rentreras dans ta voiture, on ne pourra plus imposer. Voilà, tu montes ta voiture, j'écoute la radio du coin avec un émetteur qui est à Metz. Sinon, je ne peux pas écouter la radio qui a un émetteur à Paris. C'est fini tout ça. Dans quelques années, ça sera vraiment fini de chez fini. Ça, on en est conscient, mais il faut que ça arrive le plus tard possible. Ou à nous d'être très bons, parce qu'il y a la proximité. Comment vous, Direct FM, vous faites actuellement pour pas que les gens rentrent dans la voiture le matin, mettent Spotify et ne vous écoutent pas? Alors, c'est vrai que là-dessus, il y a des réflexions qui sont menées par Direct FM et par d'autres radios indépendantes. Ça va de soi on aura ce qu'on appelle les données associées. C'est-à-dire que lorsqu'on écoutera Gims, paf, s'affichera sa date au mois de novembre au Galaxy. On aura en permanence
un petit déroulé avec la météo du jour. Ok. On aura des données en plus qu'on va apporter. On écoutera la radio. Et puis quand on regardera l'écran, on verra ce qui se passe en temps réel. Météo, l'état des routes, voilà, ça fera pas le café, mais on fera en sorte que la radio fasse beaucoup plus de choses que ce qu'il Ok. faut aujourd'hui. On sera un vrai outil de communication avec pas mal d'informations. On est obligé la radio en tant que telle est obligée de grandir. J'arrive à ma question que j'attends depuis le début de cette émission. Là, tu me parles Gims avec sa date. Comment on Qui programme? décide Personne. C'est qui décide qu'est-ce qu'on met? Si moi j'ai une copine qui chante bien, je peux t'envoyer sa maquette demain, tu peux la passer sur Direct FM? Ah ça, je vais te dire la vérité, aucun intérêt. Et tu as reçu il y a pas longtemps mon petit poulain, comme je l'ai dit, Thomas Larose. Notre cher Et Thomas. voilà, et c'est malheureusement aujourd'hui, c'était pas édité par un label, si t'es en autoprod, c'est très 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 compliqué, même si tu as du talent. Il y a une logique aussi derrière. Et la logique, elle est simple. Comment programme-t-on une radio comme Direct FM? Il y a un outil qui s'appelle Music Center. C'est une base de données réservée aux professionnels. Toutes les nouveautés musicales qui sortent en France, internationales ou françaises, sont téléchargeables et on a en moyenne entre 5 et 30 titres par jour. Par jour? Oui, par Ok, jour. d'accord. Alors, lundi, mardi, mercredi, c'est à peu près 5 titres et le vendredi, on a une trentaine. C'est Ouais. le jour où C'est c'est. le jour de sortie. Ouais, parce que comme ça, le week-end, on a le temps, on est bien. Gra- Dans notre tête, on sait que ça va être le week-end, on écoute grâce à Beyoncé, je l'ai appris il y a pas longtemps. Ouais. Vous savez ça? Non. C'est depuis le 4e ou 5e album de Beyoncé, qui était un des albums les plus attendus de Beyoncé, qui à l'époque les dates de sortie étaient le mercredi, qui a décidé de le sortir un vendredi parce qu'elle avait écrit son album comme, je reprends ça de la vidéo de Ouais. Seb qui est sortie sur Beyoncé, elle avait écrit son album comme une histoire, elle veut que les gens écoutent tout l'album. Elle a dit, j'en ai marre des gens qui ne font que sortir des EP ou des singles, un album en lui-même est une œuvre d'art. Et du coup, elle a sorti le vendredi pour que les gens aient le week-end Bah, tu vois. pour tout écouter. Bon, bah, Et c'est depuis ça que les dates des sorties Simon, j'apprends quelque chose. sont Donc, vendredi. donc, en gros, voilà. Donc, on a beaucoup de nouveautés à écouter. On n'écoute pas les nouveautés les yeux fermés. On voit la puissance du label derrière. Ok. C'est-à-dire que quand tu sors une nouveauté, que tu trouves ça sympathique, pas mal, tu sais que ça mérite d'être diffusé, mais si derrière, tu n'as pas une grosse maison qui a d'autres artistes, tu sais que le développement va être compliqué. Dans le sens que, tu vois, moi, si je fais un concert et je veux... là, je suis en train de négocier Pierre Garnier sur un événement. Si j'ai le bonheur d'avoir Pierre Garnier, je peux te dire que son producteur va m'imposer son petit poulain qui a vendu 3 disques. Ok. Et je vais être obligé de dire oui. Mais c'est valable Il pour va moi. te l'imposer sur la radio en rotation. Il va pas me l'imposer. Il va me faire comprendre. Il va te le recommander Stéphane, tu fortement. sais, c'est Pierre, c'est compliqué. Fais quelque chose. Si tu fais quelque chose, il va pas te le dire, mais fais quelque chose et puis moi je ferai peut-être quelque chose. Tu as compris le message. Donc tu vas jouer Ok, l'artiste d'accord. qui a besoin d'être soutenu et qui a aucune puissance. Et voilà, donc tu sais que ça peut aider. Donc les gros producteurs qui ont déjà 2-3 artistes, voilà, bah à l'arrivée, ça va faciliter pour le développement des autres artistes de la même maison de disques. Voilà. Donc, quand tu as que du développement, parce qu'on appelle ça du développement, quand tu as un label où tu as que des jeunes artistes à défendre, c'est très très dur. Sauf si tu peux acheter de l'espace sur la radio. Ah, tu peux payer. Ah bah, tu achètes une campagne publicitaire sur la radio. Moi, jamais. Mais Ok. en gros, tu peux dire... écoute, je t'achète une campagne à 4 000 € pour voilà, un spot pub. Ouais. En contrepartie, tu le joues. Bah ouais, quand les fins de mois sont difficiles, il faut payer les salaires. Ok. Bah, certaines radios vont jouer l'artiste. Ok. Mais ça se voit parce qu'on a un autre support. Quand je dis là, on a toutes les nouveautés qui sont mises en ligne tous les jours. Et puis on a aussi la diffusion de toutes les radios de France Ok. à l'instant T. Ah, les morceaux les plus joués. Oui, on a tout. On sait tout. On sait ce qu'Énergie a joué à 17h17. On sait ce que ça donne comme classement. On sait la répartition entre variété, hip-hop, Ok, urbain, tout ça. incroyable. On a tout. Là, on a plein d'outils. On a beaucoup C'est d'outils. dingue. Donc, on s'inspire de ça. En gros, que quand moi j'ai une nouveauté que j'adore et que derrière il n'y a pas un gros label, je me dis je vais voir comment est la tendance sur certaines radios. C'est comme quand tu fais les sondages pour les élections, il y a quelques bureaux de vote qui sont toujours Oui. référencés parce Ouais. que ça représente bien la moyenne. Là, c'est pareil. Il y a des radios en France qui jouent des nouveautés. Tu te dis si telle ou telle radio. C'est ça à prendre. On startait Ouais. sur cet artiste-là. On sait que ces radios-là ne marchent pas aux achats de campagne. Ok. Elles sont objectives. Tu peux y aller, il peut Ok. se passer quelque chose. Donc, tu vas les suivre.
Et puis, il y a d'autres radios que tu vas suivre. Il y a des radios, dont une que je connais bien, qui s'appelle Contact. Contact, ils ont un laboratoire. C'est-à-dire qu'ils ont 100 personnes qu'ils appellent toutes les semaines pour leur faire écouter les nouveautés. Génial. Leur faire écouter les titres qui tournent depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour savoir par exemple s'ils sont bornés, s'ils sont morts. La personne va dire non, mais ça je veux plus l'entendre. Okay. C'est fini, je veux plus l'entendre. Donc, et tu vois, parce que tu sais que ces radios-là, elles ont des laboratoires, quand tu vois un titre qui était à 7 passages jour descend à 2 passages jour, c'est que les personnes qui ont été appelées ont dit on veut plus. C'est fini. Donc, l'auditeur qui est à Lille et à Metz, il réagit de la même façon. Bien sûr. Donc, nous, on se dit oula, c'est dangereux. Cet artiste-là, même si nous on aime encore bien le morceau, on n'est pas fou, on l'enlève de la programmation. Mais dans les deux sens, parce que c'est vrai que si on voit qu'il y a une nouveauté, ça, un démarrage incroyable, t'y vas, parce que tu sais que voilà, ça est passé en laboratoire et qu'il y a des personnes qui ont dit qu'il y a vraiment. Je suis déçu, j'imaginais tellement, tu sais, un gros siège avec 2 enceintes, un petit jeune avec sa guitare dans le dos qui toque à ta porte et qui te dit Stéphane, tu vois, et toi qui mets dans le lecteur CD. Tu sais, genre de derrière comme ça, et quelqu'un qui dit je ne vais pas jouer ton titre, ou je vais jouer ton titre. Mais ça s'est passé comme ça, Simon, il y a très longtemps, mais c'est vrai. Ah oui, moi j'ai des bons souvenirs. Oui, il y a de nombreuses années, ça s'est passé comme ça. Moi j'ai un papa, je n'en parle pas assez, j'aimerais bien qu'il me raconte, qui a fait beaucoup de radio aussi, qui a fait de la radio libre, qui a fait de la radio associative, et qui lui était à Paris ou à Grenoble quand il a commencé, mais bref, et qui recevait de la part des labels, les fameux white labels, donc les vinyles tout blancs, écrits au stylo dessus. Ce que c'était, etc. Je pense que tu as connu ça aussi. Oui, parce que label, j'en vois aux enchères en ce moment, et il y a une grosse vente aux enchères, justement de vinyles collector maison de disques, justement, où tu as la petite écriture, et je vois que ça part à des bons prix, donc je regrette de ne pas avoir tout gardé à l'époque, parce que j'ai gardé, pour l'anecdote, certains. J'ai une belle pièce de collection, mais j'en ai pas pris soin, donc la pochette a pris un peu la moisissure. Mais on sait que Mylène Farmer, en vinyle, sur les éditions limitées, maison de disques, ça vaut un peu d'argent. Okay. Et j'ai même mieux, j'ai My Mom Is Wrong, parce qu'elle l'a chanté en anglais. Okay. Ça n'a rien donné. Les Anglais, ils sont foutés de Mylène Farmer, façon de parler. Si les Anglais aiment les Français, c'est quand ils chantent français. Alors, il y a eu très peu d'artistes, il y a eu Vanessa Paradis, quelques-uns comme ça, mais ils n'aiment pas forcément la chanson française. Mais voilà, il y a eu cette tentative de Mylène Farmer avec My Mom Is Wrong en Angleterre, et j'ai ce petit vinyle pro, et ça fait du bien parce que ça fait partie des objets de collection, et il y a plein de choses. À l'époque, les maisons de disques, je ne vais pas dire qu'on a fait le tour du monde, mais moi j'étais à Montréal, tout ça, pour t'emmener voir des concerts. Incroyable. Justement pour te séduire, pour jouer certains artistes. Tu me fais une belle transition sur les concerts, parce que tous les ans tu organises 2 gros concerts. Oui. Donc les direct live. Un à Pont-à-Mousson, un à Metz, oui. En partenariat avec notre amie Christelle de chez Muse. Avec Christelle de chez Muse. Comment ça se passe aussi, ces concerts-là ? C'est toi qui invites qui tu veux, tu invites ceux que tu fais jouer, qui sort le budget, parce que les artistes ça coûte cher ? C'est compliqué. Ça coûte très cher, c'est ce que je dis à Christelle tous les ans. Christelle, spéciale dédicace. Non, c'est vrai que c'est très compliqué, parce que... Une radio déjà se doit d'organiser des concerts, parce que Énergie a son fameux Énergie Music Tour. Oui, alors c'est important en termes d'image, parce qu'on sait très bien, Énergie a réussi à avoir une audience phénoménale pendant des décennies, grâce à l'image, grâce à la Panthère. Programmation musicale cohérente, animation cohérente, mais il n'y a rien qui justifie qu'elle était la radio musicale leader en France, réellement. Ce qui justifie, c'est que l'image est très forte. Donc, Energy Music Award, ils étaient les partenaires des meilleurs concerts. C'est ce qui a fait leur force, c'est ça, c'est l'image. Moi, je me rappelle du Energy Music Tour que je suis allé voir à Amnéville, où c'était incroyable, parce qu'il suffisait d'appeler le standard d'Énergie Lorraine, et tu avais 2 places. Ah ouais. Il n'y avait pas de jeu à gagner. Hein. Ah ouais. Si vous voulez venir au Energy Music Tour, vous appelez ce numéro, et vous avez 2 places. Maintenant, c'est par SMS, et ça te coûte tant. Ouais, et t'allais voir, en fait, des artistes de ouf. Gratuitement. Voilà, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. En gros, quand tu es un artiste et que tu signes dans une maison de disques, ça n'a rien à voir par rapport aux tournées. Il y a le tourneur pour les concerts, et il y a la maison de disques par rapport à l'album. Okay. Et par rapport à l'album, c'est simple. Quand tu signes un album dans une maison de disques, selon ta notoriété, il y a une petite ligne dans ton contrat, c'est la promotion.
Ok. Donc l'artiste, quand il signe dans une maison de disques qui va financer à hauteur de 100 000, 200 000 euros un album, avec le clip, tout ça, bah, l'artiste va s'engager à certaines choses au niveau de la promotion. Ok. Donc des fois c'est spécifié, promo radio, concert radio, rémunération, il n'y en a pas. On paye les musiciens, on va payer les VHR, on va payer certaines choses. VHR, véhicule, hôtel, restauration. Oui, pardon Simon. Donc c'est vrai qu'il y a, mais c'est dans le contrat que l'artiste a avec sa maison de disques. Des fois c'est même notifié, tu as 10 dates à faire en province pour promouvoir l'album. Ok. Donc c'est à moi d'être fort pour faire partie de ces 10 dates. Ok. Des fois, il y a 50 dates. Quand c'est un artiste qui n'a pas beaucoup de notoriété, voilà. Donc, c'est. Mais toi, voilà. du coup, tu veux le meilleur artiste pour le moins cher possible. Enfin, C'est ça. il est là ton Donc, rôle. donc, on essaye de les séduire différemment. C'est clair que si on arrive à avoir des artistes, des fois, quand on a fait Black M, pour nous, par définition, c'est inaccessible. C'est-à-dire que Black M, c'est. Si tu veux un concert de Black M, ça te coûte 50 000 euros uniquement pour que tu fasses une petite prestation d'une demi-heure, 45 minutes. Ouais, ok. Donc, tu fais le calcul, on a une dizaine d'artistes. T'as pas 1 million d'euros à mettre Non, on n'a pas sur ça. un concert gratuit. Non, on n'a pas ça du tout. Parce que c'est vrai qu'on transpire beaucoup avec Christelle pour trouver des partenaires, mais on n'est pas sur cette somme-là, loin de là. Donc voilà, donc c'est parce qu'on a réussi à les séduire, le fait qu'ils soient aussi dans les dates importantes pour le label, parce que les concerts fonctionnent bien, il y a du monde, le son est bon. C'est MPM à Metz, hein, donc c'est de ce côté-là. Bon, ça, on est bien équipé. Ouais, là, franchement, oui. Ils sont capables de faire c'est pas qu'ils sont capables, ils font tourner d'Indochine, genre Ouais, de c'est choses, ça. donc il n'y a pas de souci. Ils sont capables de faire le petit concert devant Muse. donc voilà, mais il faut trouver et on a d'autres arguments encore pour les défendre, voilà, pour les soutenir, pour les Donc tu vas séduire. me dire que quand Black M vient à Metz chanter, pour toi, lui, il prend pas d'argent. Officiellement, non. Ok. Je vais pas dire qu'il y a de l'argent déguisé, hein. Oui, bien Non, sûr. c'est pas ça. Je vais tout Non. te dire. En gros, c'est m'est déjà arrivé, je vais pas citer, si je veux Black Oui, M on à parle tout pas de prix en Black M, promo, oui, oui. mais un autre artiste, c'est pas un autre Ouais. artiste. J'ai un exemple, mais j'en ai eu quand même quelques-uns. Si je veux un artiste sur mon plateau, il faut que je lui trouve un ménage à côté, si je veux une belle tête Ok, d'affiche. d'accord. Et trouver un ménage, c'est-à-dire que il va faire les 40 ans de Jean-Claude et il va prendre un billet de 7 000 ou Ok. 8 000, il va rester 15 minutes avec Jean-Claude. Ok, Et voilà. d'accord. Mais il aura un billet de 7 000 8 000 Ouais, le ouais. même jour, Ouais, ok. l'après-midi. Ou une séance de dédicace Voilà. au Leclerc du Bidule ou C'est le ça. machin. Ok, Et d'accord. si je lui arrive à trouver le ménage qui va bien, c'est clair qu'il va dire bon Stéphane, le plan promo, je le prends et je vais me dire à la maison de disques, vous savez, sur les 10 dates que je dois faire obligatoirement. J'aimerais bien faire ça à la Metz. Voilà. Ok, d'accord. Et que la maison de disques n'est même pas au courant qu'il y a un ménage à côté. Ok, d'accord. Ça, c'est des choses qu'on voit nous avec le manager, mais Ok. voilà. Ok, mais c'est génial, c'est super important et je suis content de t'inviter aussi. Ouais, pour parce que ça, je le dis pas. Hein. C'est la première fois que je le dis parce que j'ai toujours dit ça, c'est vraiment la cuisine interne. Mais on est trop bien dans ce canapé. Voilà. Quel avenir pour Direct FM? Direct FM déjà a changé. Tu fais partie d'un groupe maintenant? Comment tu disais? Oui. C'est. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus compliqué d'être le petit village de Gaulois dans ce monde, hein, comme je dis toujours. Donc, non, la radio doit prendre une certaine dimension. La concurrence est de plus en plus dure. La concurrence web radio, plein de choses. Là, on a trop de concurrents en face de nous et il faut qu'on ait une zone de diffusion un peu plus élargie avec des programmes décrochés. C'est-à-dire que c'est le cas. On vient d'acquérir Kit FM, qui est une radio dans la Meuse, qui émet en FM. Depuis. Les programmes décrochés, ça veut dire que les Bah, Meusiens c'est-à-dire que- pourront écouter un programme qui sera disponible qu'en Il y aura, Meuse. il y aura une partie du programme en commun, le Wake Up des Lorrains, c'est le Wake Up des Lorrains, Ok. mais ça va de soi que je vais pas parler des matchs de la Stancy-Lorraine à Nancy, Ok. à Metz, et les matchs du FC Metz à Nancy, donc il y a ce qu'on appelle des décrochages, voilà. Dans la Meuse, entre midi et 16h, on est 100% Meuse. On Ok. parle que des Meusiens, musique, et on parle que des Meusiens. Ok. Voilà, c'est ça le programme T'as donc décroché. une équipe en Meuse qui s'occupe de faire le programme. Voilà. Ok. Mais avec la magie de la radio, ils sont à Metz en studio pour le voilà. Mais à côté de ça, ils vont sur le terrain dans la Meuse. Mais tout part de Metz. Tout part de chez vous. Ouais. Ok. On Donc, du centralise tout. Mais avec l'informatique, c'est parce que la radio aujourd'hui, même nos tables de mixage, hein, ce sont des claviers informatiques, hein, des très gros claviers informatiques. Ce que je dis toujours, quand je fais une visite de la radio, vous voyez, la table est toute légère. C'est un clavier. Voilà. Bon, il coûte cher, mais c'est un clavier. Derrière, il y a un serveur. Quel avenir pour Direct FM? Donc l'avenir, c'est de... Nous, aujourd'hui, la priorité, c'est le DAB+, comme on l'a dit, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la radio numérique. On a la chance d'être la seule radio indépendante de proximité à avoir obtenu le Grand Chelem. Donc on va couvrir toute la région Lorraine. Mhm. Donc, et c'est le
quasiment le cas. Il y a des émetteurs qui s'ouvrent encore, mais on va jusqu'à Luxembourgville, on va jusqu'à Sarrebruck, donc on élargit même un peu. Et dans le sud, on va jusqu'à Épinal. Et voilà, donc là, avec cette dimension-là, maintenant, il faut qu'on soit bon et qu'on soit vraiment présent sur le terrain. Et voilà. Donc ça, c'est vrai que ça demande des financements un peu plus importants que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et puis, il faut pouvoir les assumer. Comme je dis toujours, pourquoi j'ai vendu? Parce que tout le monde pose la question. Mais Stéphane, t'es passionné, mais pourquoi t'as vendu? Parce qu'un jour, il s'est passé une crise planétaire, on appelle ça le Covid, et la radio a souffert, mais en général. Et la réponse, elle est simple, c'est que la radio, on a continué à émettre. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des animateurs dans le studio. Mais on n'avait plus de recettes publicitaires, les magasins étaient fermés. Donc on a tourné sans recettes. Pendant toute la période du Covid et toute la période où les commerces avaient beaucoup de difficultés. Et certains se sont rendus compte... Je sais que les budgets marketing et communication étaient les premiers qui sautaient à ce moment-là. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'on a morflé, comme on dit. Et là, je me suis rendu compte que, un Covid, ça va, je vais pouvoir le supporter. Mais de Covid, j'ai pas envie de mourir avec ma radio. J'ai toujours dit, c'est mon bébé, c'est vraiment mon bébé. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Et ça serait dommage que... Voilà. Il y a des gens qui aiment bien voir leur entreprise mourir avec eux. Moi, c'est pas le cas. Je veux vraiment la transmettre. J'ai pas de descendance, j'ai pas d'enfant. Donc j'ai dit, je vais la vendre à un groupe que j'apprécie. J'apprécie leurs dirigeants, on se connaît depuis très longtemps. Donc tout est naturel. Ok. C'est génial. Ouais. En vrai, tu l'annonces comme ça, mais non. Non, c'est génial parce que c'est encore une fois, ça te permet d'avoir une réflexion d'éditeur artistique d'une radio plus qu'un gestionnaire. Et du coup, quel avenir pour Stéphane Ledecker alors? Pour l'instant, ils ont besoin du saltimbanque, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que je fais plein de choses, donc je connais beaucoup de monde, donc c'est vrai qu'il faut trouver les bons partenariats. T'as sur le terrain beaucoup. On est partenaire du Metz Handball, partenaire de la Messine, partenaire du FCMS. On est partenaire de Nancy-Metz à la marche depuis cette année. On est partenaire des plus gros événements. Donc, c'est important, il faut faire vivre ça. Et c'est ça qui m'excite le plus, c'est la radio avant toute chose. Donc au moins, je vais pouvoir être épargné de certains aspects plus économiques. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, hein, bien au contraire. Hein. C'est la logique de groupe. Hein. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Que quand c'est ta boîte, tu dis, bon, on rattrapera demain. Tu parlais tout à l'heure de Thomas Larose en disant mon petit poulain. Oui, une belle rencontre. Pourquoi donc mon petit poulain? Parce que c'est... je m'en souviens comme si c'était hier. Et je vais voir son père au bureau, pas loin d'ici. Et je vois le gamin là. Parce que tout le monde me dit, tu sais, j'ai mon pote, je vais te faire écouter tout ça. Et 95%, même 99%, je suis déçu. Tes repas doivent être horribles. Voilà. J'ai une cousine qui chante, qui a appris la guitare. Tu sais, tout le monde me dit, mais pourquoi tu changes de numéro de téléphone tous les 2 ans? Quand le FC Metz est en Ligue 1 et qu'on joue face au PSG, oui, je change de numéro, j'ai que des amis. Voilà, c'est insupportable. Bref. Et voilà. Et Thomas, c'était pas prévu comme ça en plus. J'arrive, on boit un verre, et puis il y a son fils qui est là. J'y vais. Et puis là, je dis, waouh, les gamins, il a encore plein de choses à apprendre, c'est sûr, mais il a un truc. Et puis, ça dépasse le chant. C'est un comédien, ce gamin. Il a tout. Il a une gueule, il dégage, il est photogénique, il a tout pour lui. Et là, je me dis, waouh, là, il y a un truc. Et comme je fais les castings de The Voice en Lorraine depuis de nombreuses années, je vais le présenter à Bruno Berberès, le directeur de casting de l'émission. Première audition, ouais. Bon, ça passe pas. Okay. Deuxième édition, mais ça passe pas, mais il faut savoir que c'est rare que Bruno Berberès craque à la première écoute. Il a des coups de cœur, mais il est tellement exigeant que bien souvent, c'est au deuxième casting, troisième casting, où il a hésité. Lui, c'est bon, il fait The Voice. Et Thomas, ça a été au deuxième casting très rapide. Et là, il a dit, bon, c'est bon, on l'emmène à Paris. Et puis, Thomas coachait tout le monde, réellement. La battle n'était pas forcément la meilleure, parce qu'il s'est retrouvé face au gagnant. Voilà. Et en plus, il a chanté en premier. Et là, on sait très bien que c'est un mois. Mais je me souviens parce que j'étais présent, moi, à Paris. Hein, t'as accompagné Thomas Ouais, j'ai accompagné sur l'émission-là, parce que
Il t'a pas raconté l'anecdote? Non, Ah là, j'ai une belle anecdote. Allez, viens. Ah non, j'ai une belle anecdote. Je sais pas si on a encore le temps, mais j'ai une belle anecdote. Vas-y, y a pas de Alors, souci. c'est vrai que j'accompagne, et puis tout le monde déjà, les vrais coachs, parce qu'il y a les coachs que tu vois à la télévision, Oui, voilà, mais il y a le vrai. qui sont les accompagnateurs, puis il y a Ouais. les vrais coachs vocaux qui sont là dans le coup. Non, mais pourquoi on a les a opposés, on a les deux vainqueurs, on a les deux finalistes, et ça parle tout et tout. Et j'ai dit, mais c'est pas grave, Thomas va s'en sortir. Et je suis dans le couloir et Thomas, je sais plus, il a une chemise blanche le jour-là, et puis et quand il montre le vainqueur, il montre un vainqueur qui a une chemise blanche, mais c'était des photos préenregistrées, c'était pas voilà. Et je crois que c'est Thomas qui gagne. Ok. Et là, je suis tout fou. Et j'envoie un texto à sa mère Mais non. et je lui dis prépare le champagne. Et là, j'ai Bruno qui arrive, dit Steph, non, mais il porte pas une chemise de la même couleur aujourd'hui, je crois que tu t'es trompé. Oi. Et alors là, Pascal Larose. Pascal, je suis désolé. Range le champagne. Voilà. Non, non. Si, ça s'est passé comme ça. Ouais, mais il faut le garder le champagne. Ça a quand même été un Oui, lancement et un alors, tremplin dans la carrière de non. Thomas. Alors, Thomas, alors, c'est compliqué aujourd'hui, hein, parce que je te l'ai dit, aujourd'hui, on reçoit beaucoup de nouveautés françaises. On en a parlé longuement dans son podcast, lui et moi. Et c'est très très dur de trouver une petite place. Il faut avoir le bon éditeur. Et c'est vrai que des fois, il est impatient, et je comprends, hein. Et moi, à son âge, je serais encore pire que lui. Ça, faut pas lui dire. Mais et on veut trouver le bon label. Donc on a trouvé les personnes qui vont bien pour travailler sur certains titres. La preuve, on a enregistré je sais pas s'il t'a dit, mais Oui. on a enregistré un titre à Bordeaux, Ouais. dans une cuisine, dans Ouais. une ambiance. Tu te dis, voilà, en 2 heures, hein. Et c'est pas une ambiance pour enregistrer un single. Et là, c'est peut-être le meilleur single qu'il ait jamais enregistré. Tu sais, vois, moi, comme quoi. j'ai un ami que j'ai shooté, que Théo, qui est en régie, connaît bien aussi, qui est un producteur qui s'appelle Taylor Beats, qui produit des sons et qui a juste fait le hit de Karis Diarabi dans une cuisine aussi. Donc, Tu vois, ça tient à comme quoi, rien. dans les cuisines, des fois, il se Non, passe des ça choses. tient à rien. Et là, il va retourner en studio. On va remixer un titre. Ok. Ça a un petit peu bougé depuis que, voilà, pour avoir un titre hyper puissant, et pour retourner voir certaines personnes qui ont envie de l'accompagner, mais pour l'instant, à 90%, il manque pas grand-chose. Je parle de vrais labels, des vrais éditeurs. Voilà, des gens qui te feront grandir, comme je dis toujours. Des gens qui investissent sur toi. Ouais, C'est et ça puis, qu'on cherche aussi. qui ont déjà produit d'autres artistes. En fait, il faut que tu fasses gaffe à la crédibilité des gens avec qui tu travailles aussi dans ce monde-là. Oui. Ok. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre à Thomas. Et je dis toujours, le nombre de personnes à Metz, en Lorraine en général, ah mais je connais un tel, ça me fait hyper mal au cœur, parce que je sais que c'est archi faux. Même moi, je dis toujours, je connais personne. Alors, c'est vrai que par mon métier, je connais tout le monde, mais tu peux pas dire ça. C'est-à-dire que tu t'engages au nom de quelqu'un d'autre. Et dans ce métier, il n'y a pas de copinage. Ça Non, n'existe c'est pas. du business. C'est du business. Ah ouais. Donc j'ai des amis, vraiment de vrais amis de 30 ans dans ce milieu, réellement, mais jamais je pourrais m'engager pour eux. Donc je ne dis pas que je connais du monde. Je fais écouter, et puis on échange, et après, ça le fait pas. J'ai l'avantage d'avoir des oreilles, des gens qui vont écouter. Mais à côté de ça, voilà, ce milieu est très très dur. Et tu as tellement de personnes qui vont te dire, ah t'inquiète, je connais du monde, ça. Mais tu connais qui Je t'explique, Universal, voilà, ils vont sortir 4 jeunes talents qui sont pas sortis de The Voice par an. 4. Tu crois que c'est du copinage sur les 4? Pur business. C'est du pire business. Ouais, pur business. Stéphane, on arrive sur la fin de cette émission et je te remercie. C'était C'est moi. Riche d'informations, d'anecdotes, de choses croustillantes. Et je pose toujours une dernière question. Qui est-ce que tu verrais faire son introspection comme ça, passer et nous raconter ses rêves à ta place? Tu peux me citer 1, 2, Bah, 3 personnes? tu l'as cité tout à l'heure, donc oui, Carlo Molinari. Président d'honneur du Football Club de Metz. Ouais. Et le FCMS, c'est Carlo Molinari, hein, faut pas, voilà, parce qu'il a, tu peux même pas t'imaginer, il a 91 ans, et on déjeune assez souvent ensemble. Et je radote plus que lui, hein. Et beaucoup plus. Il a toujours des anecdotes à te raconter et des trucs de ouf, mais vraiment. Mais il faut qu'il ait confiance à la personne voilà, avec qui il est. Et je pense que tu pourras obtenir certaines choses. Voilà. Bon. Ok. Voilà. Et non, il y a... Allez, à chaud comme ça.
Une personne dont toi, t'aimerais connaître l'histoire, peut-être. Non, je crois que c'est vraiment comme ça, là, c'est vraiment Ouais. le... C'est Parce que... vraiment Carlo. Ouais, parce que je pense qu'encore il y a des choses que je ne sais pas. Et pourtant, je fais partie... Je dis pas, cercle c'est proche. Ouais, je pense, mais... voilà, voilà. Non, c'est... C'est génial. Bah, merci beaucoup Stéphane de ta présence. Merci à toi. Et puis on se tient au courant et écoutez encore Direct FM même si vous écoutez des podcasts. Et puis, dans un an, on reparle de Thomas Larose. Avec plaisir. Salut. Ciao.